Aide au suicide pour les pauvres. Plus d'un quart des Canadiens y seraient favorables selon un sondage. Oui, un quart. Une personne sur 4 approuverait donc l'idée de proposer le suicide aux SDF. Ce chiffre peut sembler hallucinant pour nous Français. Imagine si demain Macron proposait le suicide assisté aux personnes en précarité. Comme ça, sans pression. Imagine un instant la levée de boucliers généralisée à droite comme à gauche, ainsi que les mobilisations de masse qui en découleraient. Et pourtant, selon un sondage de l'IFOP, 70% des Français seraient en fait plutôt favorables au projet de loi de mort assistée. Comment expliquer cela? Pourquoi cette différence entre les SDF et les personnes en fin de vie? Après tout, on pourrait aussi se dire que les SDF souffrent autant, voire même plus parfois, que les personnes en fin de vie. Alors pourquoi leur refuser le droit de mettre fin à leur souffrance? Il y a quand même une différence importante entre les deux. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut aujourd'hui sauver une personne atteinte de la maladie de Charcot. Nous n'avons juste pas encore la science pour cela. Dans le cas du SDF, par contre, la situation n'est pas la même. Sa souffrance n'est justement pas incurable. Il y a en effet suffisamment de richesses sur la Terre pour tout le monde. La productivité par heure travaillée a explosé depuis un siècle. Un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Le nombre de logements vacants a été multiplié par 60% en 30 ans. Il serait donc faux de dire que la pauvreté est une fatalité, comme ça peut être le cas parfois pour les personnes en fin de vie. C'est vrai, pas faux. Et en réalité, ça va encore plus loin. Légaliser l'euthanasie pour les personnes en situation de précarité, c'est en fait assumer l'idée que plutôt que de mobiliser les forces vives de la société pour les aider, on préfère leur donner la mort. On leur propose une mort digne à défaut d'une vie digne. Pire encore, ce serait dans la pratique enterrer toute optique d'une société plus juste. En effet, pourquoi se casser la tête à entreprendre des politiques sociales longues, coûteuses et incertaines quand il existe déjà une solution beaucoup plus simple et qui met d'une certaine manière réellement un terme à la souffrance? Mais on voit bien qu'on ouvrirait ainsi la boîte de Pandore d'une société cynique et eugéniste. Tu vois, en comparaison, l'aide à mourir pour les personnes en fin de vie, ça semble plutôt bienveillant et réfléchi. Après tout, on a fait tout ce qui était possible de faire pour soulager leur souffrance. Ça, en es-tu sûr? Et si je te disais que dans la pratique, ces deux situations pourraient être bien plus proches que tu ne le crois? Comment ça? La santé est gratuite en France. Comme le disait le fondateur de la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Selon ses besoins? Était-ce le cas de cet homme décédé en 2022, après avoir passé plus d'une douzaine d'heures sur un brancard sans être pris en charge? Ou de toutes ces personnes qui doivent faire plusieurs heures de route pour une simple consultation? Dans la Nièvre, plusieurs communes ont carrément pris des arrêtés ironiques interdisant à leurs habitants de tomber malades sous peine de ne pas pouvoir être soignés faute de moyens. Le syndicat SAMU Urgence France a révélé que rien qu'en décembre 2023, il y avait eu pas moins de 150 patients morts aux urgences faute de soins. Rendez-vous compte, on ne parle pas là de personnes qui sont mortes à cause d'une maladie incurable ou trop avancée. On parle de personnes dont la mort aurait aisément pu être évitée si les moyens matériels et humains nécessaires avaient été disponibles. Désormais, mourir seul sur un brancard comme dans un pays du tiers-monde, c'est devenu presque banal en fait. Et ce malgré tous les impôts que l'on paie. Je ne t'apprends rien, tu le sais déjà, le système de santé en France va mal. Entre 2010 et 2020, l'hôpital public a subi 117 milliards d'euros de coupes budgétaires. 80 000 lits d'hospitalisation dans le public ont été fermés depuis 2000. Le nombre d'infirmiers et aides-soignants est en baisse constante du fait des conditions de travail difficiles et d'une valorisation salariale insuffisante. Et le tout pour une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus âgée, de plus en plus pauvre et donc, fatalement, de plus en plus malade. Mais en réalité, souffrir ou mourir en dignité est un faux dilemme. Il existe en effet une alternative, les soins palliatifs. Ces soins qui permettent de soulager la souffrance lorsque la pathologie ne peut être guérie. Ils accompagnent doucement le patient dans sa fin de vie, sans l'abréger, mais en la rendant plus supportable. Mais encore faut-il que ces soins soient accessibles à tous, et comme tu peux t'en douter, ils ne le sont pas. Dans ce contexte, peut-on vraiment dire que tout est fait pour soulager les souffrances? Imagine être en fin de vie et qu'on ne puisse pas soulager ta douleur, car tu fais partie de ces 50% de patients qui n'ont pas accès aux soins palliatifs adaptés. Tu n'as pas accès à l'hospitalisation à domicile non plus. Comme un Français sur 10, tu souffres d'isolement social, et le personnel soignant, débordé, n'a ni le temps ni l'énergie d'échanger avec toi, de prendre en compte tes besoins particuliers. Tu souffres et tu es seul. Tu as sans cesse cette impression désagréable d'être un poids, un fardeau pour les autres. Et là,
Imagine qu'on te propose fraternellement, sur un plateau, de partir en dignité. Vas-tu refuser? Et si tu acceptes, est-ce vraiment ton choix? Se pose alors la question, est-ce que dans une situation de soins dégradés, proposer l'aide à mourir n'est pas d'une certaine manière une incitation au suicide? Et c'est plus ou moins ce qui est arrivé à Michael Fraser, un Canadien de 55 ans, euthanasié en 2022. Il souffrait de diverses pathologies graves, mais ses jours n'étaient pas en danger. Seulement voilà, en plus de ses problèmes de santé, il souffrait également de pauvreté et de solitude. Cela faisait 5 semaines qu'il n'était pas sorti de chez lui car il ne pouvait pas prendre l'escalier et son immeuble était dépourvu d'ascenseur. Les 1100 $ par mois d'aide de l'État étaient presque entièrement dépensés dans le loyer. Le médecin ayant effectué l'euthanasie était d'ailleurs lui-même assez mal à l'aise. La pauvreté pousse les gens vers l'aide médicale à mourir. C'est certain, je pense que le fait qu'il avait du mal à payer son loyer rendait sa vie dans ce monde plus difficile. En 2023, Rose Finlay, une Canadienne de 33 ans, demande elle aussi l'aide à mourir. Tétraplégique, mère seule de 2 enfants, elle poste sur les réseaux sociaux une vidéo dénonçant l'abandon de l'État. Pour avoir accès à l'aide à mourir, dit-elle, il faut attendre 90 jours. Par contre, pour accéder à un programme d'aide à l'handicap, cela peut prendre jusqu'à 8 mois. Ce n'est pas ce que je veux, dit-elle, en parlant de l'aide à mourir. Mais si je ne reçois pas le support dont j'ai besoin, le résultat sera le même. J'aimerais avoir d'autres options. Ici en Ontario, le gouvernement a créé un parfait enfer pour les personnes handicapées. Les affamer, les couper de la société et puis leur proposer la mort. Fort heureusement, une campagne de dons a été ouverte et la dame semble depuis aller mieux. Elle milite désormais pour le droit des personnes handicapées au Canada. Et ils en ont bien besoin, car des cas comme ça de personnes que la précarité et l'absence de soins adaptés poussent à demander l'euthanasie, il y en a en fait énormément. Ok, il y a un sous-dimensionnement du système de santé par rapport aux besoins réels de la population, soit. Mais ne peut-on pas faire les deux? Augmenter le budget de la santé et, en même temps, autoriser les gens à avoir une mort digne lorsqu'il est impossible de les soulager. Après tout, la proposition de loi sur la fin de vie est accompagnée d'un deuxième texte qui prévoit justement de développer en parallèle les soins palliatifs. Après des années à torpiller l'hôpital public, peut-on vraiment croire que le système va brusquement changer et réellement favoriser les soins palliatifs? En réalité, ça fait déjà depuis 1999 que l'accès aux soins palliatifs est censé être un droit. Or, un quart de siècle plus tard, 50% des patients ne bénéficient toujours pas d'un accompagnement adapté, tandis qu'une vingtaine de départements sont encore dépourvus d'unités de soins palliatifs. Ça fait plus d'un quart de siècle que les gouvernements successifs promettent de combler les lacunes. Et si des améliorations ont bel et bien été réalisées, on est, comme on l'a vu, encore bien loin de répondre aux besoins existants. Besoins qui ne feront d'ailleurs qu'augmenter dans les années qui viennent du fait du vieillissement de la population. Et dans tout cela, l'introduction de l'euthanasie ne ferait qu'empirer les problèmes, en contribuant à faire partir des soignants. Selon une enquête de la SFAP, près d'un médecin sur 5 travaillant en soins palliatifs pourrait quitter son poste si la loi venait à être adoptée. De même, les établissements confessionnels qui pendant des siècles ont soigné les malades vont devoir fermer leurs portes. Cette bonne sœur pourrait être condamnée à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende si elle reste fidèle à ses principes. À l'heure actuelle, la proposition de loi prévoit une clause de conscience pour les médecins et infirmiers, mais pas pour les personnes morales. C'est des établissements qui ont contribué à façonner le paysage sanitaire français depuis des siècles. Les sœurs, même pendant les guerres mondiales, ont accueilli les blessés, les résistants, ont soigné, ont formé. Et aujourd'hui, c'est des établissements qui sont reconnus, qui sont certifiés, qui sont soutenus par les agences régionales de santé, par les mairies, par les départements. Si la loi, donc, malheureusement, devait être votée, si le principe de l'euthanasie du suicide assisté devait être accepté, nous demandons en tout cas au moins que soit protégée la clause de conscience, qu'au nom de la liberté de certains de mourir, on respecte la liberté d'autres de ne pas donner la mort. Et le problème touche également tout un tas d'autres travailleurs de la santé, à qui le texte refuse toute objection de conscience. J'ai ma nièce qui est en train de faire des études de pharmacie. Oui. Ça veut dire que non seulement elle est obligée de vendre le poison, mais en plus, si jamais on lui demande de fabriquer le poison, elle a l'obligation de le faire. Elle est obligée de le faire. On lui dira, écoute, voilà, c'est pour un homme qui pèse 85 kilos, etc. Il faut faire un poison en conséquence. C'est pas la même chose selon le poids de la personne. Donc, elle saura l'âge, tout. C'est pour un tel. Et elle devra faire le poison pour un tel. Et si elle le fait pas, eh bien, pareil, elle pourra être sanctionnée pour manquement professionnel, etc. Aujourd'hui, c'est un crime. Demain, ce sera un devoir. Bref, de quoi fragiliser encore davantage un système de santé déjà très malade. Mais surtout le vrai problème, c'est que dans la pratique, soins palliatifs et euthanasie pourraient très probablement rentrer en conflit d'intérêts.
En effet, dans un monde qui voit la fin de l'abondance, pourquoi entreprendre des thérapies coûteuses et complexes pour des personnes en fin de vie, alors qu'il existe déjà une solution beaucoup plus rapide, simple et surtout économique de mettre fin à la souffrance? Pense-y, si elle venait à être adoptée, la loi euthanasie prendrait effet assez rapidement. En revanche, les efforts financiers promis par le gouvernement pour développer en parallèle les soins palliatifs, eux, s'étaleraient sur 10 ans. Et d'ici là, beaucoup de choses peuvent arriver. On entend souvent parler dans les médias de déficit budgétaire, de dette publique qui explose, de risques de guerre imminents ou encore de raréfaction des ressources naturelles, dont certaines, comme les terres rares par exemple, sont justement nécessaires à la fabrication de divers appareils médicaux. Dans ce contexte de crise, n'y a-t-il pas un risque que l'euthanasie prenne le pas sur le palliatif? N'y a-t-il pas un risque que l'euthanasie devienne de facto la variable d'ajustement d'une politique de santé publique soumise à des impératifs de rigueur budgétaire? Au Canada, par exemple, un rapport officiel affirme explicitement que depuis la mise en place de l'aide à mourir, les coûts de santé ont baissé de 86,9 millions de dollars. On y apprend également que les coûts de santé durant la dernière année de vie représentent entre 10 et 20% des coûts totaux, alors même que les patients concernés, eux, ne représentent que 1% de la population seulement. Alors bien sûr, il est précisé que ces chiffres ne doivent surtout pas faire penser que l'aide à mourir aurait en réalité pour objectif d'alléger le budget de la santé. Mais il est cependant curieux de voir que bon nombre de mutuelles, en France et ailleurs, ont clairement manifesté leur soutien en faveur d'une banalisation de l'aide à mourir. Et en Belgique, ça va encore plus loin. Le président de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes plaide carrément pour que ceux qui en ont assez de vivre puissent voir leurs souhaits exaucés. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans doublera. Il estime qu'il ne suffira pas alors d'augmenter les ressources financières pour faire face à ces situations. À la place, il préconise, je cite, une approche radicalement différente. Les médecins et autres professionnels de la santé s'efforcent aujourd'hui de faire en sorte que tout le monde vive plus longtemps. Mais dans quel but? Vivre plus longtemps n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas? Il faudrait avant tout se poser la question suivante. Combien de temps puis-je vivre une vie de qualité? Notez qu'on ne parle ici désormais même plus de personnes qui seraient vraiment en fin de vie, de personnes trop malades dont le pronostic vital serait engagé à court terme. Non, maintenant on parle d'euthanasie des personnes qui seraient juste fatiguées de la vie. De nombreuses personnes âgées sont fatiguées de la vie. Pourquoi voudriez-vous nécessairement prolonger leur vie? Ces personnes ne le souhaitent pas elles-mêmes et, sur le plan budgétaire, cela ne fait que coûter de l'argent à l'État. Ouais, voilà, et je rappelle qu'on parle là d'un président de mutuelle, chrétienne en plus. Il est d'ailleurs révélateur de noter qu'en Grande-Bretagne, où une proposition de loi sur l'aide à mourir a récemment été adoptée, on y trouve aussi de nombreux opposants à gauche. Ainsi, le journal communiste The Morning Star affirmait « Le suicide assisté est impossible à légaliser en toute sécurité dans une société capitaliste qui juge la valeur d'un être humain en fonction du profit que l'on peut en tirer. La prise en compte des droits individuels, abstraction faite des réalités sociales et matérielles, est une approche libérale et non socialiste. » Et même chez les travaillistes qui sont pourtant à l'origine de cette proposition de loi, le projet divise et rencontre une certaine opposition. Je suis préoccupé par le risque que des personnes soient contraintes de terminer leur vie plus tôt qu'elles ne l'auraient souhaité, ou qu'elles culpabilisent, même sans la pression de leur famille, en ayant l'impression d'être un fardeau. Comment vous expliquez qu'une large partie de la gauche soit si favorable à cette proposition de loi? Je me l'explique très mal, je comprends pas. À titre personnel, qu'on puisse accompagner de cette façon ce que le néolibéralisme fait de plus injuste et de plus mortifère. Je ne comprends pas non plus comment on peut être de gauche et mettre à ce point en avant la liberté individuelle, qu'en fait, quand on est de gauche, il me semble quand même que l'accord de départ, c'est que on sait qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Justement, et que tout le monde ne bénéficie pas réellement de la même marge de manœuvre dans ses choix, en fait. En plus de ça, s'il y a bien une chose que les personnes malades et handicapées n'ont pas, c'est le choix, justement. Et ce, dans tous les aspects de leur vie, en fait. Et puis dites-vous que même Jacques Attali, penseur socialiste, proche des cercles de pouvoir, favorable sur le fond à l'idée de mort assistée, même lui a exprimé son opposition à la loi fin de vie. Là encore, pour des raisons sociales. Ninepence. I'm not dead. What? Nothing. Here's your ninepence. I'm not dead. Here. He says he's not dead. Yes, he is. I'm not. He isn't? Well, he will be soon. He's very ill. I'm getting better. No, you're not. You'll be stone dead in a moment. Oh, I can't take him like that. It's against regulation.
Mais plutôt que de rejeter toute idée d'aide à mourir pour les personnes en fin de vie, est-ce que la solution ne serait pas plutôt d'établir un cadre légal plus strict, plus précis, de créer des garde-fous afin d'éviter justement tous ces abus? Eh bien, l'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir montre justement que les législations, au départ très strictes, ont dans la pratique vocation à s'assouplir au fur et à mesure du temps. Le champ des personnes éligibles à l'euthanasie a cette fâcheuse tendance à toujours s'étendre davantage et à inclure les zones grises, en profitant des imprécisions légales. Ainsi, en Belgique, la loi de 2002 limitait initialement l'euthanasie aux personnes majeures. Mais en 2014, elle s'est élargie pour inclure également les mineurs en capacité de discernement. Donc, plus aucune limite d'âge. Au Canada, la loi de 2016 prévoyait initialement que l'aide à mourir serait réservée uniquement aux personnes dont la mort était raisonnablement prévisible. Mais voilà qu'à partir de 2021, le pronostic vital du demandeur n'a même plus besoin d'être engagé à court terme. Les Pays-Bas, eux, ont carrément légalisé l'euthanasie des nouveau-nés de moins d'1 an. Pour cela, il faut que le nourrisson soit atteint d'une grave affection et que sa qualité de vie soit estimée insatisfaisante. Et ça, c'était en 2005. C'était déjà beaucoup, mais pas assez manifestement puisqu'en 2024, c'est au tour des enfants de 1 à 12 ans de débloquer le droit à l'euthanasie. Évidemment, tout cela se fait avec l'accord des parents, mais inutile de préciser que le consentement de l'enfant, lui, est dans certains cas optionnel. Et évidemment, chaque année, le nombre d'euthanasies augmente. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Mais au final, le plus important, ce n'est même pas tant l'évolution des lois, c'est l'évolution des pratiques et des mentalités. Les lois ont souvent des zones grises qui peuvent être interprétées avec complaisance par le régulateur. La commission de contrôle des euthanasies en Belgique a ainsi souvent été accusée d'être une simple chambre d'enregistrement. La commission n'a en effet saisi la justice qu'une seule fois depuis la dépénalisation de l'euthanasie en 2002. Et la Belgique a même d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2022. Cette dernière estimait qu'il y avait eu de défaillance du contrôle a posteriori dans le cadre d'une euthanasie pratiquée sur une femme atteinte de troubles psy. Le fils de cette dame, stupéfait et blessé de ne pas avoir été concerté dans l'affaire, reproche au médecin d'avoir, je cite, suivi sa mère dans sa folie. Il faut noter que ce médecin, qui n'avait d'ailleurs pas de spécialisation en psychiatrie, était de surcroît président d'une association promouvant activement l'euthanasie. Mais ce n'est pas tout. Il était également le coprésident de la commission de contrôle chargée de se prononcer sur la légalité de l'euthanasie qu'il avait lui-même effectuée. Et ça n'a pas plu à la CEDH. Et c'est entre autres sur ce dernier aspect que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné Bruxelles pour non-respect du droit à la vie. La commission semble tellement partisane qu'un médecin membre a même démissionné en 2018. Le neurologue Van Obdenbosch, pourtant partisan lui aussi de l'euthanasie, explique dans une lettre envoyée au Parlement les dérives qu'il a constatées au sein de la commission. Il y décrit notamment le cas d'une patiente atteinte de démence et de Parkinson qui avait été euthanasiée à la demande de sa famille, mais, petit détail, sans que la principale intéressée en ait fait la demande. Et selon le neurologue, le médecin ayant pratiqué l'euthanasie ne possédait aucune notion en soins palliatifs. Et le second médecin, lui, semblait n'avoir donné son accord qu'a posteriori. Une majorité des membres de la commission souhaitaient d'ailleurs transmettre ce dossier au parquet. Mais comme le seuil des 2/3 n'a de justesse pas été atteint, l'affaire n'a pas été soumise à la justice. Selon le docteur, les motifs des membres qui ne voulaient pas de ce transfert étaient fondamentalement d'ordre politique, à savoir la défense de l'euthanasie dans n'importe quelle situation, la crainte de décourager la pratique d'euthanasie en Wallonie, ainsi que la volonté de défendre l'euthanasie en cas de démence.
Voilà pourquoi je ne tiens plus à faire partie de cette commission qui non seulement viole sciemment la loi, mais œuvre à le dissimuler. Et il explique que de toute manière, la commission n'a en vérité pas les moyens de vérifier la véracité des faits mentionnés dans les formulaires. Un médecin peut parfaitement écrire ce qu'il veut sans aucun contrôle des données factuelles. Enfin, il dénonce lui aussi les conflits d'intérêts dont on a déjà parlé plus tôt. Plusieurs membres de la commission sont eux-mêmes médecins et pratiquent des euthanasies. Ils savent qu'ils pourront se couvrir eux-mêmes, ainsi que leurs collègues. Une telle impunité de fait est terrifiante. Le délai de réflexion, Belgique, 1 mois. Canada, 3 mois. Chez nous, 2 à 17 jours. 2 jours. Qui n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après, mes chers collègues? Ce texte ignore un fait fondamental. Le désir de mort est fluctuant. La collégialité, le patient pourra n'avoir rencontré qu'un seul médecin physiquement. Nous proposions l'avis obligatoire du médecin traitant qui connaît mieux le patient que lui et d'un psychiatre. Refusé. Nous proposions une commission de contrôle avant le geste. Refusé. Elle se réunira après la mort, la belle affaire. Nous proposions qu'un déficient mental, un bipolaire ne puisse jamais être euthanasié. Refusé. Un majeur sous tutelle, mes chers collègues, qui ne peut signer un chèque pourra demander l'euthanasie. Parce que toutes les familles ne sont pas aimantes et qu'il y a des héritages qui se font attendre, nous proposions qu'un juge vérifie l'absence de pression, d'abus de faiblesse. Refusé. Nous demandions que la moindre altération du discernement interdise l'euthanasie. Refusé. À l'admission aux soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir 1 semaine plus tard, 10 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Eh bien, on a répondu à leurs besoins. Quand on s'occupe des gens, la demande d'euthanasie disparaît. Mes chers collègues, vous pourrez choisir. Vous pourrez vous payer une infirmière parce que vous avez de l'argent. Vous pourrez choisir les soins palliatifs parce que vous avez des relations. Cette loi, c'est une loi votée par des gens riches et bien portants qui ont peur de la déchéance, mais qui s'appliquera aux autres, à ceux qui ne peuvent pas vraiment choisir. Mais le plus inquiétant, en vérité, ce n'est même pas tant l'évolution des lois, c'est l'impact de ces pratiques et des campagnes pro-euthanasie sur les mentalités. Vous vous rappelez de la stat du début? Un quart des Canadiens seraient d'accord avec l'idée d'étendre l'aide à mourir aux sans-abri. Eh bien, le même sondage révélait également que 20% de la population était en fait favorable à son ouverture à tous sans exception. Et ça veut dire qu'une personne sur 5 penserait comme le président de Mutuelle Luc Van Gorp qu'il faut donner la possibilité à ceux qui sont fatigués de la vie de partir. Autrement dit, de prodiguer le suicide. Et le pire, c'est que cette banalisation de l'euthanasie risque de transformer ce droit au suicide en devoir moral. C'est typiquement ce qui est arrivé à Heather Hancock en 2019. Cette Canadienne qui souffre de paralysie cérébrale s'est carrément vue reprocher par une infirmière de ne pas vouloir recourir à l'euthanasie. Cette dernière lui aurait fait remarquer qu'elle devrait vraiment considérer l'option de l'aide médicale à mourir. « Vous n'êtes pas vivante, dit-elle. Vous existez seulement. » La patiente, sous le choc, refuse et lui fait au passage remarquer qu'elle n'avait pas le droit légal de la pousser vers l'euthanasie. Ce à quoi l'infirmière aurait répondu en l'accusant d'être égoïste. Suite à ça, l'infirmière a été enlevée de l'équipe de soins de Hancock. Mais elle n'a pas été sanctionnée pour autant. La patiente affirme que depuis la légalisation de l'euthanasie en 2016, le personnel soignant l'aurait déjà encouragée à mettre fin à ses jours à 3 reprises. Il me voit simplement comme un fardeau pour le système de santé et pense que l'argent dépensé à me soigner serait mieux employé à prendre soin d'une personne valide. Les personnes malades et handicapées, elles vivent au quotidien la contrainte, la coercition et même les violences de toutes sortes. Elles sont particulièrement exposées et ça, on a de la documentation là-dessus. Donc venir nous dire que par le plus grand des miracles, eh bien, elles redeviendraient totalement libres au moment de choisir leur mort et de la programmer, ça n'a aucun sens en fait. Et rendez-vous compte, ça ne fait qu'une petite trentaine d'années que l'euthanasie est revenue à la mode en Occident. À ce rythme-là, où en sera-t-on dans 20 ans? Écoutez ce que disait une bruxelloise de 35 ans. « Mon corps m'appartient. Je devrais pouvoir choisir quand je veux partir. Nous sommes tous souverains de nos corps. Choisir quand on part, c'est une manière d'avoir le contrôle. » Jusqu'ici, la plupart d'entre nous avons été élevés dans l'idée que les personnes qui veulent se suicider sont en très grande souffrance et qu'il faut les aider. Un choix pris sous le prisme d'une telle souffrance ne peut en réalité être ni libre ni éclairé, mais doit au contraire être dissuadé à tout prix.
Mais voilà que désormais, pour les plus humanistes d'entre nous, le suicide ne serait plus tant un drame à éviter, mais un choix de vie à respecter. Au nom bien sûr de l'autodétermination individuelle. Une personne qui en serait arrivée à un niveau de souffrance tel qu'elle souhaite elle-même se donner la mort, ce choix, selon eux, ne serait pas un égarement, mais une décision libre et éclairée. Il serait presque égoïste, voire présomptueux, de vouloir l'en dissuader. La fraternité, selon eux, ce serait de prendre au sérieux le souhait fou et désespéré d'une personne quand elle est au plus bas de sa vie, et de lui dire « Tu peux mourir, on ne te retient pas ». Ce droit, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, pour moi, il viendra anéantir toute la politique publique de prévention du suicide. C'est ça dont il faut bien avoir conscience. En 2021, l'homme qui a inspiré le film Intouchable avait lancé un appel aux parlementaires pour les prévenir des dérives de l'euthanasie. En toute liberté, après mon accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et d'immobilité, j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposé. En toute liberté, j'aurais cédé à la désespérance si je n'avais pas lu dans le regard de mes soignants et de mes proches un profond respect de ma vie dans l'état lamentable dans lequel j'étais. Leur considération fut la lumière qui m'a convaincu que ma propre dignité était intacte. Ce sont eux, et tous ceux qui m'aiment, qui m'ont donné le goût de vivre. Et je finirai moi aussi sur une anecdote personnelle. Il y a longtemps, j'étais bénévole à l'hospitalité de Lourdes. Un jour, j'ai vu une femme âgée paralysée en train d'avoir une terrible crise en pleine nuit. En la voyant ainsi dans un état si déplorable, je me suis dit, moi aussi, qu'une telle vie n'était pas une vie et qu'il aurait mieux valu, en fait, la faire doucement partir. Puis est apparu auprès d'elle un jeune homme. Il l'a apaisée en lui mettant doucement la main sur le front et en lui chuchotant des paroles de réconfort. En voyant la compassion avec laquelle il l'avait consolée et la paix avec laquelle elle s'est réendormie, je me suis dit, qui suis-je pour décréter que sa vie ne mérite plus d'être vécue ? Qui sait ce qui se passe dans son cœur ? Après tout, des moments de tendresse comme celui-ci peuvent peut-être compenser une vie d'handicap. Mais la vérité, c'est que cet état d'extrême dépendance me rappelait à ma propre fragilité existentielle. Elle me rappelait que je suis, moi aussi, mortel, que mon corps n'est pas invincible et qu'il peut lui aussi finir dans cet état. Peut-être qu'au fond, plus que de la soulager elle, ce que je voulais en réalité, c'était de me soulager moi-même. Heureusement, en tant que bénévole, j'ai eu aussi l'occasion de voir que même dans cet état, la vie de ces personnes n'était pas dépourvue de joie, de relations humaines et d'amour. Et ce, même lorsque la parole ou la conscience était altérée. Et ces joies pouvaient même être toutes simples. On m'avait ainsi raconté l'histoire d'une femme qui, à cause d'un accident, avait dû passer tout le séjour à l'hôpital. Les bénévoles s'attendaient à ce qu'elle soit légitimement triste et déçue de rater ainsi cette retraite qu'elle avait attendue toute l'année. Or, contre toute attente, il s'était avéré qu'elle avait plutôt bien apprécié le séjour. En effet, rien que le fait d'avoir quitté un moment son quotidien, d'avoir reçu pendant quelques jours plus d'attention et de sourire, avait suffi à lui faire passer un bon pèlerinage. Car la vérité, c'est que plus que d'une mort digne, ce dont l'homme a vraiment besoin, c'est avant tout et surtout d'une vie digne.